en allant sur filmetonquartier.fr. Situé au cœur de la Lorraine gaumaise, région frontalière de la Belgique, le pays de Montmédy recoupe une histoire et une architecture exceptionnelles. Nous vous proposons aujourd'hui de partir à la découverte de ce territoire. Ici, c'est à la Renaissance, épicentre culturel et artistique de l'histoire de France, que se sont développés les villages que nous allons visiter. Aviotte la religieuse, Montmédy la militaire et Marville, elle, sobrement civile. Pour nous faire découvrir ce patrimoine et cette architecture exceptionnelle, Jean Chevalier, passionné d'histoire locale, à bord de son bolide, ira à la rencontre de Nolwenn Maroteau à Aviotte. Au pied de la citadelle de Montmédy, Philippe Bragard, universitaire spécialiste des fortifications, lui racontera l'histoire de l'édification de ce chef-d'œuvre militaire. Véronique Debonny, de l'association Arrêt sur Histoire, lui contera le siège de Montmédy par les Français en présence du roi Louis XIV. Nicolas Lemaire dira à Jean Chevalier comment Marville est devenue la deuxième ville du Luxembourg au XVIe siècle. Ils nous emmèneront ensuite découvrir l'architecture exceptionnelle de cette ville. C'est en pleine festivité, à la mémoire des foires d'Aviotte du XVIe siècle, que Jean Chevalier vient retrouver Nolwenn Maroteau pour nous livrer l'histoire de cette recevresse située juste à côté de la basilique. Le voilà, le dictionnaire raisonné de l'architecture. Regarde. C'est là qu'on voit le tronc. Ouais, le tronc qui était juste au milieu de la recevresse. On appelle cette Vierge recevresse, puisqu'elle recevait les offrandes, en l'honneur de la Vierge miraculeuse qui a été trouvée au XIIe siècle et qui se trouve maintenant à l'intérieur du cœur de l'église. Voilà. Mérimée disait qu'elle était unique en France. Ben nous, on dit qu'elle est unique au monde. Voilà. Et elle est en grandeur nature. À la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ouais. Alors quand Viollet-le-Duc est arrivé à Aviotte, au début, il voulait prendre la recevresse pierre par pierre pour l'emmener à Paris. Ouais. Heureusement pour nous, ils ont fait un moulage en plâtre en 1898 pour l'exposition universelle de 1900. Je crois que c'est un des plus grands monuments qui est dans le... Voilà. Je crois aussi. On est allé la voir une fois tous ensemble, oui. C'était sympa. Ouais. Eh ben, je te propose qu'on aille voir à l'intérieur. Ouais. La recevresse, c'est vraiment un chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant avec ses dentelles de pierre, cette sculpture très fine. On peut voir aussi cette chaîne qui pend. Et alors cette chaîne, on suppose que c'est un ex-voto qui a été offert par un prisonnier qui a prié Notre-Dame d'Aviotte. Et quand il a été libéré, en signe de remerciement, il sera venu déposer sa chaîne ici. L'église d'Aviotte a été commencée à partir du milieu du XIIIe siècle et la construction s'est terminée au XVIe siècle, l'époque de la Renaissance. Si tu veux, on peut entrer dans l'église pour voir quelques exemples de la Renaissance. Mais alors finalement, Nolwenn, les trois éléments importants, Renaissance, il y en a trois. Oui. Alors on a l'Ecce Homo avec Pilate qui est habillé en costume Renaissance. On a aussi la chaire après chair relativement unique puisqu'elle est en pierre. Et puis la chapelle Saint-Jean, mais qu'on dit aussi la chapelle Neuve. Alors qu'elle est du XVIe siècle. Oui. Ouais. Enfin, c'est pas l'élément le plus important de la basilique non plus. Il se trouve dans le chœur, je crois. Hein. Oui. Alors on va voir Notre-Dame d'Aviotte, pour qui l'église a été construite. Oui, c'est celle-ci qui est à l'origine de
La construction de l'église. Ouais, donc c'est une vierge du XIIe siècle. Oui. Et d'Ivoire, il devait y avoir un monde fou qui venait là, ici en pèlerinage. Bah, c'est ça, le pèlerinage s'est formé après la découverte de la statue parce qu'elle a fait des guérisons, il y a eu des cas de guérison. Et surtout, on faisait ici le baptême des enfants morts-nés. C'était un sanctuaire à répit. Oui, Ouais. oui. Les gens faisaient des dizaines de kilomètres à pied pour apporter leur enfant au pied du maître-autel et ils attendaient un signe de vie qui pouvait être un mouvement ou un saignement. Et dès qu'ils voyaient apparaître le signe de vie, on s'empressait de faire le baptême de l'enfant puisqu'on pensait que Notre-Dame d'Aviotte lui avait redonné vie quelques secondes pour recevoir le baptême. Et enfin, l'enfant pouvait aller au paradis parce que sinon les familles étaient vraiment désespérées. C'est ça. Alors on a ce mobilier de pierre, mais il faut aussi parler des apôtres qui sont tout autour de la nef et du chœur. Ils y sont tous, mais il faut regarder aussi les culots des statues qui sont intéressants. Et notamment celui-ci, qui nous rappelle les foires. C'est le jongleur de Notre-Dame. C'est la légende. Voilà. Au Oui. lieu de prier, Eh bien, il faisait des pirouettes. il faisait des pirouettes, voilà, parce qu'il ne savait pas prier. Reprenons la route direction la citadelle de Montmédy qui a été bâtie sous Charles Quint au XVIe siècle. Philippe Bragard, spécialiste des fortifications, y attend Jean Chevalier pour évoquer l'histoire mouvementée de cette place forte. J'allais te dire bienvenue à la citadelle de Montmédy, mais tu vas me dire que Montmédy... C'est une place forte. Ouais, D'abord, c'est une place forte. Et puis, c'est de Charles Quint. Oui. On parle citadelle Vauban, mais bon, place forte de Charles Quint. C'est une des plus belles forteresses de la Renaissance. On le voit avec ce très beau portail qui était sur la frontière des anciens Pays-Bas, tourné contre la France, et qui s'est ensuite retourné, après la conquête par Louis XIV, contre ses anciens maîtres. Montmédy, finalement, est contemporaine d'Aviotte. Oui, à peu de choses près, effectivement. Montmédy, c'est donc une ville neuve qui s'est implantée sur cet éperon rocheux, avec un château au XIIIe siècle, à la frontière du comté de Chigny. C'est une ville qui est devenue une place forte à partir de 1540-1545, sous le règne de Charles Quint, qui s'est modernisée par la construction d'un certain nombre de bastions. 1657, le siège auquel Vauban participe. Montmédy annexé par le traité des Pyrénées en 1659. Vauban fait des projets de fortification 20 ans plus tard. On va travailler au rempart pendant tout le XVIIIe siècle. Et puis au XIXe siècle, Serré de Rivière va essayer de moderniser les choses après 1870, donc en 1874 et suivante, pour essayer de moderniser Montmédy devant les développements de l'artillerie. La majeure partie des fortifications qu'on voit aujourd'hui, c'est du Charles Quint. Ah voilà, tout à fait. Oui, c'est de la Renaissance et de la Renaissance tardive, donc du règne de Charles Quint jusqu'aux années 1620-1630, et c'est tout à fait reconnaissable parce que les remparts sont ornés de bossages, donc de pierres en relief en quelque sorte, avec sur certaines des marques de tailleurs de pierre, des marques de tâcherons. Et ensuite, donc, vient Vauban, il assiste au siège, il est tout jeune. Oui, il a 24 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en retire, lui, de tout ce qu'il a vu? C'est un certain traumatisme, je pense, parce qu'il a été le seul ingénieur survivant sur 4 qui était sous les ordres de Clerville. Et puis, il va pointer les défauts de la forteresse. Donc, il va faire approfondir les fossés, il va faire maçonner les ouvrages extérieurs, il va prévoir de construire un chemin couvert qui sera réalisé après sa mort au début du XVIIIe siècle. Il va faire construire des casernes, bref, toute une série de choses pour faire véritablement de Montmédy une place frontière, mais tournée à ce moment-là contre les anciens Pays-Bas. On peut dire finalement pour Vauban qu'il fait ses premières armes à Montmédy. En termes de guerre de siège, oui, c'est un des premiers sièges auxquels il participe, absolument. Siège extrêmement sanglant, faut-il le rappeler, qui va le marquer et qui va influencer sa pensée en matière d'attaque des places, qui était finalement sa très grande spécialité. En 1659, le traité des Pyrénées, qui formalise une paix conclue entre la couronne d'Espagne et la France, rattache Montmédy au royaume de Louis XIV. 2 ans auparavant, en 1657, les Français l'avaient assiégé durant 57 jours. Ce fut l'une des premières batailles à laquelle assista le roi Soleil en personne. Pour nous conter ce siège, Véronique Debonny de l'association Arrêt sur Histoire répond aux questions de Jean Chevalier. Véronique, Montmédy,
Marville, Aviotte deviennent françaises en 1659 avec le traité des Pyrénées. Là, on entre dans l'histoire avec un grand H. Oui. Le contexte historique, c'est quoi au juste? Le contexte historique, la citadelle ici dépendait des Pays-Bas espagnols. Et donc, les Français ont profité, disons, d'une certaine pagaille chez les Espagnols, parce que les Espagnols préféraient mettre leurs troupes vers le nord des Pays-Bas plutôt que vers le sud, et ils ont profité de ces circonstances-là pour prendre, donc, en 1657, la citadelle de Montmédy. Un siège qui a duré quasiment 2 mois Qui a duré presque 57 jours. et qui s'est arrêté avec la mort du gouverneur. Voilà, qui a rendu l'âme, en fait, juste sur le bastion donc Saint-André, qui se trouve juste là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prend ses fonctions et 2 jours après, on vient le réveiller, on lui dit « Gouverneur, venez monter sur les remparts !» Et effectivement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les troupes françaises sont en train de s'installer. Des milliers de soldats. Oui. Or, lui se trouve ici avec 736 soldats. Et ça, c'est quand même assez incroyable, c'est de voir vraiment ce déploiement de force, mais tout autour, ça devait être terriblement impressionnant. C'était estimé combien? On dit 15 000? Alors, il y en a qui disent 15 000, d'autres sources vont dire 20 000. Contre 800 Exactement. personnes, parce qu'il y avait, je dis personnes parce qu'il y avait des soldats, mais il y avait aussi la population. Population qui va d'ailleurs même aider pendant ce siège pour aider les assiégés. Donc par exemple, les femmes, elles allaient secourir les blessés, elles allaient aider au ravitaillement, les enfants allaient même chercher de l'eau donc pour amener donc de l'eau à l'intérieur, et en même temps ils en profitaient pour jeter des brandons de feu enflammés vers les troupes françaises, et les troupes françaises laissaient passer les enfants apparemment. Donc les enfants passaient quand même malgré tout. Le fait que Louis XIV arrive ici, ça va galvaniser un petit peu les troupes françaises. Et à ce moment-là, commence une autre technique. On commence à faire des minages dans les différents bastions, dans les bastions des Conides, dans les bastions Saint-André. Et donc, ça va ouvrir des brèches. Et à ce moment-là, les troupes vont commencer à pouvoir progressivement rentrer. Le gouverneur Jean V d'Alamont était sorti pour aller colmater une brèche. Oui, c'est là oui. qu'il a été... C'est ça. C'est là donc qu'il a été vraiment blessé à mort. Ouais. Et il a eu un boulet qui est arrivé donc dans sa jambe. Sa jambe a été emportée. Et puis on sait bien que l'artère fémorale étant là, on se vide de son sang. Louis XIV se serait approché donc de la fortification et on raconte que en fait il voulait rendre hommage quand même un petit peu à Jean V d'Alamont, parce que en tant que militaire, en tant que soldat, en tant qu'homme qui a défendu vraiment le vaillant gouverneur. Le vaillant gouverneur, vraiment ça, c'est qu'il voulait rendre dans un certain sens hommage, mais il est parti très très vite vers Sedan où d'autres sans devoir l'appelaient là-bas quoi. Jean nous emmène à la cité Renaissance de Marville, située à 13 km de Montmédy. Marville est une ville riche de par son architecture et son histoire qui se dévoile réellement à la Renaissance. Pour nous faire découvrir ces belles façades et nous raconter l'histoire de cette cité, devenue la deuxième ville de Luxembourg au XVIe siècle, Nicolas Lemaire, historien, accueille Jean Chevalier. Ça grimpe pour monter jusqu'ici. Hein. Oui, on se retrouve au pied de l'éperon rocheux, sur le versant est, et puis en contrebas, donc, il y a la vallée de l'Autun. Et c'est sur cet éperon rocheux que le premier château de Marville a été édifié à la fin du XIIe siècle par Thibaut Ier de Bar. Et Thibaut Ier, c'est lui qui est à l'origine de la création et du développement de Marville par la suite? Et oui, puisque outre ce château qui apporte sécurité à la population avoisinante, il va avoir l'ingénieuse idée politique d'affranchir la population à la loi de Beaumont. Ouais. Cet affranchissement qui est finalement une sortie de l'esclavage, du servage que les gens pouvaient connaître à cette époque médiévale. Ils sont passés de la condition d'esclave quasiment à celle d'homme libre? D'homme libre avec des droits reconnus, ouais. Une liberté de mouvement, puisqu'avant il fallait demander l'autorisation au seigneur pour pouvoir quitter la localité et se rendre dans d'autres endroits. Une liberté aussi sur leurs propres conditions, puisqu'ils peuvent aussi épouser des personnes hors Marville sans forcément demander toutes les autorisations qu'il était nécessaire auparavant. Et puis surtout, cette population de Marville va pouvoir s'administrer par elle-même, puisque annuellement, elle élit un embryon
de vie municipale, à savoir un maire accompagné de 6 échevins. C'est presque une forme de démocratie déjà. C'est quasiment une forme de démocratie. Et puis surtout, bien avant la Révolution française, on se rend compte que 600 ans avant, on est capable de donner des libertés importantes à la population qui va pouvoir disposer d'elle-même. C'est surtout ça qui est important, à l'image de ce qu'on connaît dans notre démocratie contemporaine. L'autre axe pour Marville de développement, ça va être que Thiébaut Ier de Bar, en dernière noces, épouse Hermesinde de Luxembourg, une princesse donc étrangère, et qu'il lui lègue en 1214, à son décès, Marville et son territoire, qu'elle va elle-même transmettre à son arrière-petit-fils, qui, totalement désargenté, pour se renflouer, va être obligé de vendre Marville et les terres avoisinantes à son oncle, le comte de Bar, et son autre oncle, le comte de Luxembourg. Et à partir de là, Marville va être en copropriété entre deux grands souverains. À partir de cette situation, pendant 4 siècles, Marville va être sous le joug de 2 seigneurs qui vont forcément lui apporter une tranquillité, puisque aucun des deux ne peut prendre l'ascendant sur l'autre. Et elle va constamment être mise en neutralité et échapper aux conflits qui peuvent ravager la région. Neutralité, oui, ça veut dire la paix, le commerce qui est possible. Et voilà, le commerce qui est florissant, puisque les habitants ont été affranchis auparavant. Et en plus, c'est une ville fortifiée. Et en plus, c'est une ville fortifiée. La cité ne peut que prospérer et se développer pour les siècles à venir. D'accord, donc c'est ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle encore aujourd'hui d'ailleurs la cité de Marville. Tout à fait. Ouais, parce que Marville avait une importance énorme. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Oh, j'adore ce passage. On arrive sur la dernière porte fortifiée de Marville. C'était la porte d'entrée principale de Marville. Cette neutralité pendant 4 siècles permet à Marville de se développer. C'est un très beau vestige. Ouais. Les marchands s'enrichissent et c'est à travers les façades de maisons qu'ils montrent leur opulence. On parlait aussi de la petite niche qui permet... Nicolas Lemaire nous fait découvrir l'un des joyaux de cette ville Renaissance. C'est incroyable. On est à la campagne et là, on est face à une maison de ville. C'est une des plus belles façades Renaissance de Marville, celle-ci. Oui, l'une des plus belles façades. Et puis surtout, ce qui impressionne, c'est les volumes de la maison, construits sous le modèle d'un palazzo italien, c'est-à-dire la maison d'habitation qui donne sur la rue principale, là où se tiennent les 4 grandes foires annuelles, des dépendances en arrière qui donnent sur la rue secondaire, et puis au milieu, une cour intérieure aménagée en jardin. Ce sont les nouveaux arts de vivre, comme on le voit avec ces larges ouvertures, ces fenêtres à meneaux croisés, et les canons architecturaux de l'Antiquité qui sont repris durant la période Renaissance. Mais comment ils faisaient pour se payer des maisons pareilles ? Alors l'économie de Marville est très florissante puisqu'elle est avantagée par sa situation politique dont on a parlé tout à l'heure. Et de ce fait, Marville représente une sorte de paradis fiscal avant l'heure. Au carrefour de l'Europe, c'est un peu une sorte de Luxembourg avant l'heure, où finalement les opérations bancaires sont très facilitées par les 2 souverains. Et de ce fait, les marchands peuvent faire transiter des marchandises à forte valeur ajoutée qui leur permet de faire de belles rentrées d'argent, de beaux profits. Et toute la rue avait des maisons comme celle-ci, sur toute la rue ? Sur toute la longueur de la rue. C'est la grande rue commerçante de Marville. Alors ces riches marchands marvillois, ils vendaient quoi ? Alors, ils vont prendre des denrées qui leur permettent forcément de faire de l'argent. Et les denrées de base à cette époque, c'est des produits comme le sel, c'est la seule denrée qui permet de conserver les aliments et puis aussi de les assaisonner. C'est une denrée précieuse pour l'époque, l'or blanc finalement. Et donc les marchands de Marville ont l'opportunité d'en faire transiter sans surcoût, sans taxe, alors que c'était un produit qui était très protégé par les comtes, les ducs, puisque c'était vraiment des monopoles de souverains. C'est une redécouverte de tous les arts, et y compris des arts culinaires. Effectivement, les épicuriens sont en vogue à cette époque. On est à la recherche de nouveaux plaisirs et non pas simplement d'une survie alimentaire. Et de ce fait, ça ouvre de nouveaux champs pour la vie. Au même titre que l'architecture évolue vers plus de confort, vers plus de plaisir, il en est de même pour l'alimentation et du coup les marchandises qu'on fait transiter. Voilà, les arts de la table en général. Au début du XVIe siècle, les moines de l'abbaye d'Orval rachètent une maison qui va leur servir de refuge à Marville. Jean et Nicolas y rejoignent Alice Loust pour nous faire découvrir l'intérieur de cette demeure. Merci. Cette maison, Nicolas, c'était la maison refuge des moines de l'abbaye d'Orval. C'est ça, les moines d'Orval achètent cette maison au début du XVIe siècle et donc s'y installent puisque l'abbaye d'Orval a des maisons refuges dans toutes les villes qui comptent, dont Marville. Et alors, dans cette maison se tenaient les hauts jours de Marville. Voilà, les hauts jours ou les assises, c'est l'organe judiciaire suprême pour Marville. Alors on y traite des grandes affaires de criminalité, mais aussi ce sont des lieux de rendez-vous, de réunion entre les 2 représentants des co-souverains
qui administre Marville. Et du coup, pourquoi les assises ont lieu dans cette maison exactement? Alors tout simplement parce que la maison refuge des moines d'Orval, c'est un îlot de neutralité au sein même de Marville. Et on est sûr qu'aucun des souverains ne peut prendre l'ascendant sur l'autre, tout simplement. Alors cette maison refuge a donc été modifiée au XVIe siècle par les moines. Elle a connu d'autres transformations tout au long des siècles, notamment au XIXe siècle, mais je crois que tes parents ont fait de belles découvertes. Ils ont fait beaucoup de découvertes, oui. Par exemple, dans la pièce à la chapelle, une fois, mon père a voulu retirer une armoire qui était encastrée dans le mur. Et là, il a découvert une belle ouverture en ogive qui rend la pièce absolument magnifique, quoi. C'était une des découvertes, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup d'éléments Renaissance dans cette maison. Donc, il y a tout d'abord le corbeau rabelaisien, l'accroupi, le fameux accroupi de Marville dans la cuisine. Célèbre, oui. Voilà. Il y a aussi donc toutes les boiseries, les charpentes qui sont datées pour 1518 en époque. On est en pleine Renaissance. Et puis, il y a aussi l'escalier à vis qui permet de desservir tous les étages. Et bien entendu, des caves. Des caves majestueuses dans Caves cette de maison. Marville, les Mais célèbres comme caves dans de Marville. toutes les autres maisons de Marville. Ouais. Le passé politique de Marville, sa situation de paradis fiscal, a permis un développement architectural riche au XVIe siècle. À 2 km du village, le cimetière Saint-Hilaire, unique en France, offre encore aujourd'hui une grande quantité de pierres tombales des XVe et XVIe siècles. Il a su conserver en place des monuments anciens sans pour autant empêcher de nouvelles inhumations. Alors Nicolas, il me semble que Marville, proportionnellement au nombre d'habitants, est une des communes qui possède le plus d'objets classés. C'est tout simplement l'héritage lié à ce XVIe siècle très fastueux et rempli de richesses pour la commune. Alors des richesses au niveau architecture civile, mais également art religieux. Oui, l'art religieux qui répond à l'architecture civile. Ces belles demeures bourgeoises de marchands et de nobles que nous avons vues dans le centre-ville répondent tout simplement à ces pierres tombales qui, là encore, doivent décrire toute leur réussite, leur richesse et un côté très ostentatoire pour laisser à la postérité leur empreinte de leur passage. Ils veulent en fait montrer dans l'éternité, pour l'éternité, qu'ils étaient riches. C'est ça. Voilà. En tout cas, 5 siècles après, tout est encore là. Tout est encore là. C'est comme cet édicule qui abrite une statue du Christ du XVIe siècle. Et on remarquera la physionomie du corps qui flatte l'anatomie humaine. Une statue d'un Christolien, voilà, qu'on attribue volontiers à l'école de Ligier-Ricci, même si nous n'avons pas de certitude. Mais quoi qu'il en soit, il répond aux nouveaux canons architecturaux issus des courants de la Renaissance et de l'humanisme, notamment pour tout ce qui est renouveau artistique qui vient d'Italie, de Florence. Et on le voit sur la façade de la maison du Chevalier Michel, où on a des premières représentations de nus, puisque là, la Renaissance, c'est la redécouverte du corps, l'exaltation des corps, avec ce Christolien qui est plutôt bien foutu. C'est un bel homme pour le coup. Oui, des proportions bien respectées. Des proportions bien respectées, un vrai travail anatomique et de recherche d'exactitude par le sculpteur, qui devient à cette époque un artiste à part entière. Oui, on va retrouver des tas d'autres exemples dans le cimetière. Tout à fait. Donc là, Nicolas, on arrive devant un ensemble d'éléments funéraires remarquables. Oui, un ensemble composé de 3 groupes différents. Tout d'abord, 4 pierres tombales qui représentent les niches avec les apôtres. 12 moins 1, il n'y a pas Judas. Voilà, il manque un apôtre, bien entendu. Et puis derrière, une sculpture de l'époque de la fin du Moyen-Âge, gothique flamboyant, à savoir une Vierge de Pitié, une Pietà. Et donc, c'est une représentation de Marie qui recueille Jésus une fois qu'il est descendu de la croix. Et ce qui est très intéressant dans cette représentation, c'est qu'il est ramené au niveau à la taille d'un enfant, à la taille d'un enfant. avec le corps d'un adulte. C'est vraiment une scène d'amour où la mère recueille son enfant. Donc, cette stèle ne nous renseigne pas sur la personne qui est enterrée là. Et non, malheureusement. Par contre, il existe bon nombre de pierres tombales qui ont été mises dans l'église Saint-Hilaire, où là, les épitaphes mentionnent effectivement les fonctions. Et on en apprend plus sur la période. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre par exemple? Eh bien tout simplement savoir si c'était un marchand et éventuellement les corps de métier. Et puis bien entendu, ce qui est très intéressant aussi, c'est d'apprendre les postes d'officiers qu'ils pouvaient avoir, ou du moins dans l'administration municipale. Les termes de maire, d'échevin ou même de 40 hommes, qui étaient un groupe de jurés, sont mentionnés ici. Et on apprend tout de suite beaucoup plus sur les classes sociales de ces personnes décédées.
Un tournant se dessine aujourd'hui dans l'histoire du pays de Montmédy et de sa citadelle, qui retrouvent une activité perdue depuis des siècles. Les artistes investissent les casemates militaires. Peintres et sculpteurs y installent leur atelier. D'autres casemates sont aussi restaurées pour accueillir les artisans et leurs œuvres. Créer une maison des patrimoines pour mettre en valeur le savoir-faire de ces artisans. Impliquer les habitants dans la préservation de ce patrimoine. Former la jeune génération. Organiser des concerts et autres manifestations culturelles. Autant de projets qui permettent une nouvelle renaissance de ce territoire européen avant l'heure.